Bonjour tout le monde, on va corriger ce devoir-là ensemble. Donc, page 6 et 7, 10 à 12 du cahier bleu pâle, section 8.2, puis ces numéros-là dans le cahier phénomène. Alors, pour commencer, si on prend la page 6, le numéro 1 est vraiment de base. Là, vous connaissez la masse et vous connaissez la constante gravitationnelle. N'oubliez pas que le poids, ça correspond à la force gravitationnelle. Donc, Fg, la formule que vous avez ici, là, ça c'est pour calculer le poids. Et le poids se calcule en newton. Au numéro 2, vous connaissez la masse d'une pierre sur la Terre, c'est 650 grammes. On n'oublie pas de transformer la valeur des grammes en kilogrammes. Et là, on calcule le poids de la pierre sur la Terre et sur la Lune. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier la masse en kilogrammes par 9,8 pour la Terre. On va trouver 6,37 newtons. On multiplie ça, la masse en kilogrammes, par 1,6 newton par kilogramme. On trouve 1,04 newton, le poids sur la Lune. C'est simple. Sur la Lune, le poids d'une pierre vaut 2,4 newtons. Calcule le poids de cette pierre sur la Terre. Une façon de faire ça, c'est qu'on pourrait calculer la masse de la pierre sur la Lune, qui est la même sur la Terre en fait. Donc, sur la Lune, on divise le poids de 2,4 newtons. Donc, le poids de 2,4 newtons sur la Lune divisé par la constante gravitationnelle de la Lune, on va trouver 1,5 kg. La pierre, c'est sa masse. Maintenant, elle a la même masse sur la Terre, mais on multiplie par 9,8 newtons, on trouve 14,7 newtons. Ici, c'est faux pour le premier, c'est la masse qui vaut 50 kg. B, la masse d'un astronaute, ça ne change pas, c'est plutôt son poids qui va changer. Sur Terre, l'intensité de la pesanteur, c'est vrai, ça change. La pesanteur, c'est la masse multipliée le poids en réalité. Donc, si la masse augmente, le poids va augmenter. Si la masse diminue, le poids va diminuer. Donc, c'est évident. Donc, la pesanteur, c'est le poids. Ça se calcule en newton, en un nombre de newtons. Dans l'expression, le G ne veut pas dire des grammes, évidemment, il veut dire que c'est une constante gravitationnelle. Donc, ici, c'est simplement pour vous montrer que chaque kilogramme, dépendamment de la planète sur laquelle on se trouve, chaque kilogramme est attiré avec une différente force. C'est ça le fameux tableau des constantes gravitationnelles. Donc, important de comprendre ici que c'est juste que si c'est 26 newtons par kilogramme sur Jupiter, la constante gravitationnelle, ça veut dire que chaque kilogramme est attiré avec une force de 26 newtons. Un astronaute peut faire des plus grandes enjambées ou des plus grands sauts sur la Lune pour la simple et bonne raison que chaque kilogramme de matière est attiré avec juste 1,6 newton sur la Lune, alors que le même kilogramme de matière est attiré avec 9,8 newtons, donc 6 fois plus fort. Donc, nécessairement, si je suis 6 fois moins attiré par la planète, je peux faire des bonds qui sont plus grands. Au numéro 6, un astronaute peut exercer une force de 176,4 newtons. Ça, qu'il soit sur la Terre ou qu'il soit sur la Lune, c'est le maximum de force que son bras peut développer. Ce bras-là, en exerçant une force de 176,4 sur la Terre, est capable de soulever une pierre de 18 kg. Parce que lui, là, cette pierre-là est attirée avec 76,4 newtons. Lui, vu qu'il est capable de développer ça avec son bras, il est capable de soulever cette pierre-là. Sauf qu'avec 176,4 newtons, c'est le même astronaute sur la Lune, c'est la même personne, cette force-là que lui peut déployer avec son bras, ben, lorsqu'il est sur la Lune, vu que chaque kilogramme est attiré avec 1,6 newton, ben, il pourrait lever une masse de 110,25 kg. Si on va dans le cahier phénomène, une force peut créer un mouvement et une déformation, une explosion, pas toujours, là, ça peut être une réaction chimique qui crée une explosion. Donc, pour avoir un travail mécanique, n'oubliez pas que le travail mécanique, ça prend une force et un déplacement, donc une force et un déplacement. Ici, il faut regarder si on a les deux. Si la voiture ne bouge pas, il n'y a pas de déplacement. S'il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de travail mécanique, d'accord? Mais même s'il y a une force. Un enfant enfonce un bâton dans le sable. Bien, le bâton, on considère qu'il va se déplacer. S'il se déplace, puis en plus, l'enfant, il enfonce le bâton, il y a une force, puis il y a un déplacement du bâton. Donc oui, il y a un travail. S'il y a un crochet qui retient un sac sur un mur, ben, le mur, le sac, c'est-à-dire, il ne se déplace pas. Il n'y a pas de déplacement, donc il n'y a pas de travail mécanique. Ici, au numéro 5, vous calculez la force efficace. Vous faites simplement, comme on l'a vu ensemble, la force divisée, multipliée par le cosinus de l'angle entre les deux, entre l'horizontale et la force appliquée. Donc, ça se calcule tel quel. Au numéro E, n'oubliez pas que le déplacement est horizontal. Si le déplacement est horizontal, pardon, puis que la force est verticale, la force n'est vraiment pas efficace. N'oubliez pas que la force efficace, il faut que ce soit parallèle au déplacement. Donc ici, la force, si vous faites 12 fois le cosinus
de 90, ben, vous trouvez 0 Newton. C'est tout à fait logique. C'est pas efficace 0. Donc, c'est 0 Newton de force efficace dans ce cas-là. Ici, vous connaissez la force et le déplacement. Donc, on multiplie la force par le déplacement, on trouve le travail mécanique. Ici, vous trouvez la force efficace qui est plutôt parallèle. Donc, pour trouver la force efficace parallèle, c'est le côté adjacent. Si l'hypoténuse vaut 42 newtons, 25 degrés, donc 42 fois le cosinus de 25, vous trouvez 38 newtons de force efficace. Si on multiplie ça par 2 mètres, on va trouver 76 joules de travail mécanique. Ici, c'est un peu ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire que la personne, elle force de façon verticale vers le haut, mais elle veut se déplacer de façon horizontale. Donc, l'angle entre le déplacement et la force est de 90 degrés. Donc, 12 newtons fois 90 degrés, ça fait 0 newton. Si on multiplie ça par 4 mètres, un déplacement de 4 mètres, on trouve évidemment 0 joule. Ici, il n'y a aucun travail mécanique effectué sur la boîte. Ensuite, on pousse, ici, il faut juste bien le voir, là. Il y en a qui ont eu de la difficulté avec ça. On pousse sur une boîte, sur un plan incliné qui est incliné de 16 degrés. On tire avec 30 newtons, comme c'est écrit en rouge. Mais le 30 newtons, c'est l'hypoténuse d'un petit triangle rectangle qui ressemblerait à ceci. Vous avez un petit triangle rectangle. OK? Donc, ça ici, c'est le 30 newtons que vous avez là. Puis ici, vous avez 16 degrés. Mais moi, je veux savoir le côté adjacent ici. C'est quoi le côté adjacent qui est parallèle au déplacement? Le côté adjacent, ça ne change pas. Ça va être le 30 newtons que vous avez là. 30 newtons multiplié par le cosinus de 16, pardon, et vous allez trouver 29 newtons. Donc, ici, la force efficace vaut 29 newtons. Appliquée sur 3 mètres, on multiplie par 3, 87 joules de travail mécanique. L'autre devoir qui commençait à la page 10 parlait de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique. L'énergie potentielle, c'est lié à la hauteur de l'objet. Donc, la hauteur, n'oubliez pas, ça c'est la formule, elle va être donnée à l'examen. La hauteur, ça se calcule en mètres, puis la masse, ça se calcule en kilogrammes. L'énergie cinétique, c'est la masse en kilogrammes, toujours, multipliée par la vitesse, mais la vitesse doit être en mètres par seconde. Donc, cinétique, ça dépend de la vitesse de l'objet. Potentiel, ça dépend de la hauteur de l'objet. Donc, n'oubliez pas, vitesse en mètres par seconde, la masse toujours en kilogrammes et la hauteur toujours en mètres. Ici, il faut regarder si dans les situations, on a une vitesse, puis on a une hauteur. C'est-à-dire, quand il y a une skieuse qui s'apprête à dévaler la pente, elle ne bouge pas. Si elle ne bouge pas, bien, sa vitesse est égale à 0. Si sa vitesse est égale à 0, bien, il n'y a pas d'énergie cinétique. 0 mètres par seconde, pas d'énergie cinétique. Par contre, elle est en haut d'une pente, donc il va y avoir une hauteur. Une flèche est projetée, la flèche a une vitesse, puis en plus, elle est projetée à une certaine hauteur. Donc, elle a les deux, potentiel et cinétique. Un piano est suspendu à une grue, il n'y a pas de vitesse, donc pas d'énergie cinétique, mais il y a une hauteur, il est suspendu dans les airs. Une boule de billard roule sur une table. Bon, évidemment, la boule, elle a une vitesse, il y a de l'énergie cinétique, mais il y en a qui vont dire, la table, elle a une certaine hauteur, donc la boule de billard a une certaine hauteur, donc elle a une énergie potentielle. J'accepterai cette réponse-là. Ça dépend du référentiel qu'on va prendre. Si on prend comme référence le sol, oui, elle a une énergie potentielle par rapport au sol, mais la boule, par rapport à la surface de la table, n'aurait pas d'énergie potentielle. Parce qu'on considérait que la surface de la table, la hauteur, ça serait 0 à partir de là. Donc ici, c'est un peu ambigu, j'accepterai les deux réponses. Un cycliste qui monte une côte, ben, s'il monte, il y a une vitesse, puis s'il est dans une côte, il y a une hauteur, donc il y a les deux. Ici, on fait simplement, numéro 3, calculer à partir des données qu'on a, donc une masse de 0,5 kg multipliée par 20 mètres par seconde au carré divisé par 2 donne 100 joules d'énergie cinétique. Si on changeait le 0,5 kg par 5 kg, on reprendrait 20 mètres par seconde au carré multiplié par 5 divisé par 2, on obtiendrait 1000, etc., etc. Si on change la masse par 0,05, on obtiendrait 10 joules avec une vitesse de 20 mètres par seconde. Si maintenant on garde la masse de 0,5 kg, mais on change pour une vitesse de 40 mètres par seconde, on se retrouve à 400 joules en utilisant la formule, etc. Toujours à la page 4, on vous disait, à la page 12, pardon, numéro 4, calculer la vitesse. Ici, on connaît la masse de l'objet et on connaît son énergie cinétique. On cherche la vitesse. Pour trouver la vitesse, tout le monde, c'est racine carrée de 2 fois l'énergie cinétique divisée par la masse. Donc ici, vous appliquez cette formule-là, vous trouvez différentes vitesses. Ne vous en faites pas avec les décimales. Si on veut transformer, donc vous avez les démarches pour chacune. Si on veut transformer 92 mètres par seconde en kilomètre heure, moi personnellement, ce que je ferais,
c'est que si j'ai 92 mètres à la seconde, je multiplie par 3600 secondes pour avoir combien de mètres dans une heure. Je sais que dans une heure, il y a 3600 secondes. Donc, je multiplie par 3600 secondes au numérateur et au dénominateur, puis je trouve 331 200 mètres. Ça, c'est en 3600 secondes. Donc, 331,2 km, j'ai divisé par 1000 en une heure. Donc, 331,2 km/h. Vous faites comme vous voulez, mais vous laissez votre démarche. Dans le manuel phénomène, page 143, vous avez les unités des différentes notions qui sont là. Ça, c'est assez évident. Ici, ce serait B, l'énergie potentielle la plus élevée, 10 kg x 9,8 fois 7 mètres. Ce serait le B. Le plus élevé au numéro 3, c'est D, 6 kg x 7 au carré, divisé par 2, 147 joules. La masse est la même, évidemment, sur la Lune et la Terre. Par contre, le poids sur la Lune est plus faible, on en a déjà parlé, que sur la Terre. Donc, le poids est plus petit sur la Terre que sur la Lune que sur la Terre parce qu'ils ont la constante gravitationnelle est différente. Ici, au numéro 5, ce qu'il faut retenir, c'est que, bon, ça, en écoutant la vidéo d'aujourd'hui que je vous demande d'écouter, vous allez mieux comprendre. Mais si on regardait complètement en haut, là, quelque chose de simple, c'est que si la balle est lancée vers le haut, à sa hauteur maximale va correspondre son énergie potentielle maximum. Ça, on est capable de bien le comprendre. Moi, je vous demanderais de rajouter qu'en haut complètement, sa vitesse va être de 0 mètre par seconde. C'est-à-dire, la vitesse est maximale quand on lance la balle, et là, elle diminue, 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 jusqu'à s'arrêter momentanément, et ensuite, elle recommence à descendre en accélérant. Mais sachez que sa vitesse à laquelle elle est propulsée et sa vitesse d'impact au retour, ce sont les deux vitesses maximales, et ce sont des mêmes vitesses. C'est exactement la même vitesse, mais pas dans le même sens. Donc, les vitesses sont maximum en bas, la vitesse de propulsion et la vitesse à l'impact. Puis à la hauteur maximum, notez que la vitesse au sommet, c'est 0 mètre par seconde. Donc, ici, on va revenir un petit peu là-dessus, mais vous devriez retenir que l'énergie potentielle est égale à l'énergie cinétique à mi-chemin dans une hauteur par rapport à un problème où est-ce qu'on lance un projectile vers le haut. Mais ça, on reviendra là-dessus, vous allez voir. Au numéro 6, tu connais le poids quel serait le poids sur Mars d'une caisse de 78 newtons sur Terre? Si 78 newtons sur Terre, tu divises par 9,8, tu sais que la masse de la caisse, c'est 8 kg. Et 8 kg multiplié par la constante gravitationnelle de Mars, ça donne 30 newtons de poids. Voilà.